Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque Grand Parc. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, Florence Lautry et Élise Pavie-Guilbert, j'écorche pas votre nom, c'est bon, pour parler de votre ouvrage, donc Olympe de Gouges, une femme dans la Révolution. Donc ce livre, il est issu d'un film, et c'est assez original parce que d'habitude c'est plutôt le contraire. Et donc vous me disiez que c'est Julie Gaillet, en fait, qui a voulu un éclairage historique pour son film. C'est un film donc, qui a été réalisé par Julie Gaillet, joué par Julie Gaillet et par Mathieu Busson, qui a été diffusé sur France 2. Alors malheureusement, on ne peut plus le voir en replay sur France Télévisions, mais vous pouvez toujours l'emprunter à la bibliothèque. Alors vous êtes toutes les deux spécialistes du XVIIIe siècle, donc vous étiez faites pour vous rencontrer, spécialistes en littérature, mais vous avez chacune vos domaines de prédilection. Donc Florence Lautry, c'est plutôt la question du genre au XVIIIe siècle, la question du féminisme des femmes dans la Révolution. Et Élise Pavie-Guilbert, c'est plutôt la question du langage révolutionnaire, de la langue, en fait, de la Révolution et comment on utilise le langage dans un contexte politique intense. Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, est une figure passionnante. Elle est à la fois écrivaine, pionnière des droits humains. On la connaît surtout pour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais pas que, en fait. Elle a écrit beaucoup d'autres choses et s'est intéressée à beaucoup de sujets, des sujets plutôt d'hommes à l'époque, comme la fiscalité par exemple, mais elle a aussi réfléchi à la question des femmes seules, à la question des personnes âgées et de la manière dont on les traitait dans la société et dont la politique pouvait se saisir de ces questions-là. Euh, Jusqu'aux années 80, Olympe de Gouges n'était pas vraiment connue, c'était un petit peu une oubliée de l'histoire, et on a commencé à s'intéresser à elle. Donc moi, je voulais d'abord vous poser comme question, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à Olympe de Gouges? Comment vous l'avez rencontrée, en fait? Alors, forcément, on rencontre l'âme de Gouges quand on s'intéresse à la Révolution, à la période du tournant des Lumières. Il y a toujours un moment où on va tomber sur un texte d'elle. Mais ça suffit pas à en faire un objet de travail, parce que on a lu aussi, Élise aussi, les textes de Marat, de Robespierre, etc. Ce qui a motivé notre intérêt et le fait qu'on a voulu écrire sur elle, et c'est pas fini, puisqu'on écrit en ce moment une biographie un petit peu plus large, c'est plutôt la situation paradoxale de son image publique. Le fait qu'elle est à la fois très connue, que si vous tapez son nom sur Internet, hein, vous allez voir sortir une quantité de choses, qu'elle a été remobilisée aussi dans des programmes, pour le bac hein, en particulier. Donc on en a fait une icône et en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas lu, pas vraiment connu euh, très précisément pour ce qu'elle a fait. Et il y a même un élément absolument capital qui est la circulation d'informations fausses ou inexactes sur elle, qui permettrait même, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Élise, d'écrire une fausse biographie. Il y a tous les éléments pour faire un livre de 100 pages des erreurs qui circulent sur sa trajectoire. Alors, l'une des principales erreurs, justement, c'est celle qui consiste à dire elle est morte. Alors, ça rejoint le débat qu'on a eu à l'instant là. Hein. Elle est morte pour ses idées féministes. Ça circule. Faux. Faux. Elle est morte pour des idées politiques. C'était une prisonnière politique et ça a été un procès politique au tribunal révolutionnaire. Simplement un procès aussi dont on peut dire tout de suite que par rapport aux autres grands procès révolutionnaires, il n'a pas été ni médiatisé ni mémorisé de la même manière dans l'histoire. Ça, Marie-Antoinette, oui. Danton, oui. Hein, les grands procès, c'est ça. Mais Olympe de Gouges vit un procès qui est exactement de même nature, dans les mêmes circonstances juridiques, avec les mêmes problèmes. Et cependant, ça, c'est occulté. Donc nous, en fait, finalement, on s'y intéressait pour la remettre à la place où elle doit être. C'est pas une réhabilitation gnangnan non plus, parce qu'elle n'en a pas besoin non plus, ça. C'est au contraire, c'est aussi lutter même contre certaines formes de réhabilitation qui sont pas les bonnes et qui contribuent même à la discréditer. Et ça, il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Et c'est aussi parce que, bien sûr, ce n'est pas la femme d'un seul texte. Par conséquent, c'est pas
Olympe de Gouges, l'autrice, dans le meilleur des cas, on dit autrice, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On est en train de réunir les textes pour faire ces œuvres complètes. Il y en a une centaine. Une centaine dans tous les genres. C'est un écrivain du temps, absolument caractéristique de l'époque, qui écrit beaucoup, qui écrit dans tous les styles, dans tous les genres. Politique, moins politique, théâtre, roman, tout. Et ça, c'est une identité qu'elle n'a pas vraiment. Alors que certains de ses contemporains et proches et amis, Louis-Sébastien Mercier par exemple, ils ont cette identité. Donc c'est ça le sens de notre travail. En tout cas pour moi. Et pour vous, alors? Eh ben, c'est évidemment le même sens, mais je voudrais juste ajouter, en plus, il y a un décalage entre la réception, puisque elle, ce qu'elle aurait souhaité, c'est être considérée au départ comme une dramaturge. Enfin, elle voulait être jouée à la Comédie Française, être considérée aussi comme une femme de lettres. Donc, et que finalement, enfin, c'est sa vie, mais aussi la postérité qui en fait une femme politique ou une femme historique, enfin une figure historique. Donc, il y a ce décalage-là aussi dans la réception qui est intéressant. Et puis, quelque part aussi, le fait qu'elle soit très décriée aussi, que, enfin, là, on a un public acquis, mais c'est aussi une figure qui est très repoussoire dans le milieu de la recherche ou dans le milieu universitaire, parce que, et à juste titre, des collègues historiens peuvent dire, mais c'est une seule personne qui est finalement qui joue un peu que pour elle-même, ou etc. Enfin, elle peut donner cette image-là, et il faut autant s'intéresser à des groupes de femmes ou à des femmes qui ont mené des vraies actions politiques, donc Claire Lacombe, Pauline Léon, plus ces figures-là. Et donc, les historiens sont lassés aussi de cette figure qui revient de l'homme de Gouges. Et c'est une critique tout à fait valable, voilà, tout à fait juste. Mais ce qui est intéressant, juste, c'est que justement, c'est pour nous, en tout cas, en tant que littéraire, c'est que ce qu'elle voulait être, c'était une femme de lettres. Et c'est en ça que, pour moi, elle était spécialement intéressante. Voilà, c'est ça. Et effectivement, qu'elle est comparable à des personnes comme Louis-Sébastien Mercier, auxquelles on ne prête pas le même procès, entre guillemets, d'avoir voulu être autre chose qu'homme de lettres. Et pourtant, lui, il a pu s'engager aussi euh, clairement politiquement en étant député. Donc voilà, ce qu'elle, évidemment, n'a pas pu faire. Fort, parce qu'il commence par la fin, il commence par l'arrestation d'Olympe de Gouges le 20 juillet 1793. Et vous écrivez que ce jour-là à Paris il fait vraiment très chaud, et que voilà, c'est un contexte un peu particulier. Et Olympe de Gouges va chercher sa commande chez son afficheur. Le titre de ces affiches, c'est Les 3 urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien. C'est un titre qui nous paraît, nous, contemporains, un peu bizarre. Et sur le trajet du retour, elle est arrêtée. Alors, est-ce que pour resituer cette arrestation, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte très particulier de cette année 1793? Alors, le contexte de toute l'année 93, on est encore là demain matin, donc peut-être pas. Mais en tout cas, le contexte de ce moment d'arrestation, parce que 3 jours avant, Charlotte Corday a été exécutée. Et donc, on est dans le contexte de la mort de Marat et de la reprise en main par la Convention de l'ensemble d'une situation politique extérieure et intérieure extrêmement difficile, hein, guerre interne, la Vendée, la chouannerie, guerre à l'extérieur avec les premières grandes défaites. Et il y a une sorte de conscience d'assiégé, en fait, hein, dans le pouvoir révolutionnaire à ce moment-là. Et la Convention décrète le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. Révolutionnaire, ça veut dire on continue la révolution, elle est menacée d'être glacée, dit Saint-Just. Et donc il faut poursuivre. Et pour poursuivre, il faut être terrible. Ça, c'est Danton qui le dit, hein, à ce moment-là. Et être terrible, ça veut dire ne rien lâcher sur les ennemis de la révolution. Parce qu'il y a ceux qui parlent de l'arrêter sur des bases qui leur semblent déjà acceptables. Alors ça, c'est des positions plus modérées, hein, qui se tiennent à la Convention et qui vont aboutir notamment à la liquidation d'une partie de la Convention, la partie modérée, les Girondins. Et Olympe de Gouges est proche des Girondins, hein. Donc on est dans ce contexte-là. Fin mai, début juin, liquidation d'une partie de la Convention. Puis mort de Marat.
Et là, du coup, on est dans une radicalisation de l'action politique qui, évidemment, ne peut pas être favorable à Olympe de Gouges, proche des Girondins, d'une part, femme aussi, parce que si elle ne meurt pas pour ses idées féministes, elle meurt aussi, alors on reprend le débat de tout à l'heure, se sacrifier pour une cause. Elle est aussi sacrifiée après coup à la cause de l'éviction des femmes hors de la sphère publique. Parce que sa mort est tout de suite récupérée politiquement. Et tout de suite, il y a des discours. Ils sont dans le livre, hein, on les a mis à la fin pour recontextualiser ça. Fin 93, c'est la fermeture des clubs de femmes. C'est la fin de la légitimité de leurs paroles dans l'espace public. Et Olympe de Gouges sert de figure repoussoire dans le discours du procureur de la commune, dans des discours de conventionnels, hein, qui disent très clairement, en forme d'avertissement à toutes les femmes, souvenez-vous, n'oubliez pas, il pourrait vous arriver ce qui est arrivé à Manon Roland, à Marie-Antoinette, à Olympe de Gouges. Donc le contexte est rude. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu insisté sur cette possibilité d'histoire comme contrefactuelle et si elle avait fait un autre choix qui était possible. Et quand même, elle ne fait pas un choix facile. Elle remonte à Paris au moment de cette liquidation des Girondins, tout de même, pour les défendre aussi. Ça fait partie de son objectif politique, pour défendre cette parole-là de la Révolution. Comment peut-elle imaginer qu'à elle seule, car elle est seule, elle va se sacrifier, elle toute seule, pour une cause bien plus générale et bien difficile à défendre. Donc elle ne mesure pas forcément, à notre sens, elle ne mesure pas forcément tous les enjeux. Mais ce n'est pas un jugement, parce qu'on n'y était pas. Hein. Et on est le nez dans le guidon. Donc elle fait comme elle le sent, mais dans un moment où c'est sûr qu'elle va être arrêtée, parce que les 3 urnes, c'est une affiche politique qui tombe sous le coup de la loi contre la presse du 29 mars. Elle n'ignore pas la loi. Mais elle fait comme si. Donc, voilà, ça, c'est le contexte. Alors, Elise peut peut-être ajouter d'autres éléments. Non, mais peut-être juste sur cette loi du 29 mars que peut-être tout le monde ne connaît pas. Et donc, c'est une loi du 29 mars 93 qui interdit, en fait, qui menace de mort quiconque publiera un écrit attentatoire à la souveraineté du peuple. Je crois que c'est comme ça qu'elle dit. Et à la République une et indivisible. Voilà. Et or, l'affiche Les 3 urnes, comme son nom l'indique partiellement, parce que c'est vrai que c'est un titre énigmatique, propose un vote avec 3 urnes pour 3 formes de gouvernement, donc soit la République, soit une monarchie fédéraliste, fédérale, une république fédérale, pardon, voilà, ou la monarchie. Et donc, comme il y a est envisagé quand même aussi cette urne-là de la monarchie, et bien du coup, évidemment, l'affiche tombe sous le coup de cette loi du 29 mars 93. Donc, elle est arrêtée pour être hors la loi, contre la loi. Et puis, le voyageur aérien, ça, c'est aussi parce qu'il y a d'autres de ces affiches où elle signe déjà par un voyageur aérien. Et donc, en fait, elle a beaucoup de signatures possibles de ces affiches. Donc, au début, elle signe d'ailleurs Marie Olympe de Gouges, donc c'est parce que son prénom Marie, comme vous l'avez rappelé, et Olympe parce que c'était l'un des 2 prénoms de sa mère, Anne Olympe. Et après, dans les signatures, elle signe aussi Olympe de Gouges, mais elle signe aussi sous la forme de pseudonymes, donc soit Pauline Olympe, transparent, enfin les gens la reconnaissent évidemment, et elle signe par un voyageur aérien. Donc en fait, les gens peuvent resituer quand même la généalogie. Donc cette affiche, elle n'est pas signée Olympe de Gouges, les 3 urnes, mais le fait qu'elle soit signée par un voyageur aérien, c'est tout le monde reconnaît derrière. Donc il y a une forme de courage là aussi quand même, finalement, à signer de façon à peine cryptée cette affiche. Et elle est dénoncée, donc ça aussi, ça se montre, on le voit bien dans le film, et c'est ce qu'on dit aussi, elle est dénoncée en fait par l'afficheur, et par la fille de l'afficheur. Est-ce que c'était ses idées qui étaient subversives ou c'était le fait qu'elle soit une femme qui défende des idées politiques? Qu'est-ce qui a joué le plus? Tout dépend de ce qu'on entend par subversif. Hein. Déjà, tout le monde aura compris que les 3 urnes, c'est subversif au sens où ça subvertit la loi.
Mais après, on pourrait considérer que les idées de Marat sont plus subversives que celles d'Olympe de Gouges, hein. Donc, ça dépend de votre propre curseur idéologique, politique, personnel. Donc, on ne peut pas tellement se prononcer de ce point de vue-là, mais en revanche, sur la manière dont ça a été perçu. Euh, C'était pas si subversif que ça, au sens où elle n'a pas eu une audience non plus énorme. Il ne faut pas, parce que c'est un personnage qui ressort beaucoup, hein, qui est isolé dans le paysage politique et dont on a beaucoup parlé, s'imaginer que cette figure si bien dessinée, elle l'est parce qu'elle a eu de la puissance. En fait, elle n'en a pas eu tant que ça. Beaucoup de gens faisaient des libelles, des brochures, des quantités, des milliers. Il y avait des centaines de journaux et il y avait aussi beaucoup d'affiches. Donc elle est un peu aussi, il faut penser qu'elle est noyée dans une masse médiatique qui est propre à la Révolution et où elle ne ressort pas toujours beaucoup. Ces dernières affiches font un petit peu de bruit. Les trois urnes font du bruit. Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire fait du bruit parce que ce sont les affiches du moment de l'arrestation, qu'à ce moment-là, c'est médiatisé dans la presse et que c'est devenu un événement public et politique. Mais avant ça, ça fera partie d'une enquête qu'on a à conduire. Difficile de dire qu'elle fait vraiment partie de ces gens qu'on écoute. Et je dirais même, on ne l'écoute pas beaucoup. Il y a des interventions, des tentatives d'intervention à l'Assemblée, soit par demande indirecte, soit parce qu'elle y va. La plupart du temps, ces demandes sont tout à fait négligées, hein. C'est écrit dans les PV de parlementaires, hein, ça, les archives sont en ligne, imprimées, les imprimés sont en ligne. On voit bien qu'en fait, elle écrit énormément, qu'elle prend beaucoup de positions, mais que c'est un peu inversement proportionnel à l'effet que ça peut produire dans l'espace de l'action politique. Aussi parce qu'elle n'est pas liée tellement à des groupes justement d'intervention, et même pas tellement à des sociétés féminines, assez curieusement. Et puis les affiches, donc oui, c'est une centaine, je crois. Les historiens, là, c'est plusieurs centaines, mais c'est plusieurs centaines d'affiches qui sont placardées dans Paris, dans des aussi, c'est circonscrit comme géographie, puisqu'en gros, c'est dans le 5e arrondissement, quoi. Voilà, autour des imprimeurs, c'est aussi pragmatique que ça. Donc, ça reste quand même des lieux intellectuels. Donc, ça a du sens que ces affiches soient à cet endroit. Mais ça reste un arrondissement de Paris. Donc, voilà, c'est pas, faut pas imaginer que c'est inondé dans tous les faubourgs, etc. Donc, mais bon, après, toutes les affiches sont quand même sont concentrées dans cet endroit, c'est-à-dire les siennes et celles des autres. Donc, ça crée quand même sorte de nœud intellectuel, politique, voilà, dans des quartiers qui sont quand même, qui sont plus trop, hélas, d'ailleurs, des quartiers aujourd'hui dans Paris, le 5e et le 6e, plus trop des quartiers, bon, encore des quartiers estudiantins, donc ça c'est plutôt bien, mais voilà. Et pour la couleur, donc ça n'est pas original comme on a dit, puisque les particuliers doivent publier leurs affiches en couleur. En revanche, on voit qu'il y a un choix quand même de la couleur, de la signification de la couleur. L'union, voilà, c'est une affiche verte. Donc voilà, on peut dire l'espoir. Enfin, voilà, on peut se dire qu'il pourrait y avoir une interprétation aussi déjà donnée à ces couleurs, le bon sens du français, et puis c'est signé par une citoyenne, c'est une affiche rose, on peut aussi, pourquoi pas imaginer qu'il y a une signification de la couleur, et puis le pacte national, bon, bah, le bleu, c'est quand même une couleur de Paris, une couleur de la France, donc ça, voilà, il peut y avoir une signification, et la graphie aussi, la police, avant les affiches, et ça n'est pas propre à Olympe de Gouges, mais quand même on voit vraiment dans le siècle des différences. Avant, comment les ornements sont très fleuris, etc. Là, c'est beaucoup plus sobre. La police aussi qui est choisie est plus proche. Alors, celle-ci, elle est plutôt plus proche de la police du roi, mais après, celle-ci et celle-ci sont plutôt proches d'une police d'Ido, donc une police beaucoup plus sobre. On voit qu'il y a quand même une volonté d'une parole qui est de plus en plus, chez elle et chez d'autres, une parole plus politique, plus droite, quoi, je sais pas comment dire, plus républicaine. On le voit aussi dans le fait que voilà, les ornements sont rares. Et les affiches, donc, étaient lues aussi, enfin, on pense, lues publiquement
puisque évidemment tout le monde ne savait pas lire. Donc on imagine des troupements, enfin les historiens imaginent des attroupements autour des affiches pour une sorte de lecture un peu sauvage, publique de ces affiches, donc ce qui leur permet d'avoir quand même un retentissement plus grand que juste les personnes qui savent lire. Mais l'inconvénient des affiches, c'est qu'elles sont aussi détériorées, arrachées plus facilement. Et là, c'est des spécimens qui n'existent pas dans la vraie vie, puisque ce sont des spécimens qui ont été sauvegardés, qui sans doute n'ont jamais été à l'extérieur, parce qu'ils ne sont pas du tout abîmés. Mais on sait qu'en tout cas, qu'il y a certains, et notamment il y a toute la collection d'un député, où il y a une volonté quand même de créer une mémoire tout de suite en fait, de ces affiches qui paraissent. On les récolte, on les rassemble et on crée un fond. En fait, ça c'est émouvant, je trouve, de savoir qu'il y a des gens qui ont déjà pensé au moment même où on les imprimait, où on les affichait, qu'il fallait absolument garder une trace de ces affiches qui nous permettent de les avoir aujourd'hui et d'en avoir certaines qui sont, voilà, on dirait qu'ils sortent de la presse, quoi. Ça, c'est très émouvant. Je peux ajouter quelque chose pour quand même répondre un peu sur le fond, hein, les idées subversives. Je dirais qu'il y a eu des postures subversives. Alors, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, oui, ça, c'est quelque chose de très fort. J'allais dire d'assez fort. Non, c'est quelque chose de très fort. Et qui fait partie d'un mouvement qui commence alors, hein, dans les années 1790, vraiment à l'échelle européenne, d'affirmation des droits de la femme et de la citoyenne. C'est-à-dire vraiment quelle est sa place dans l'espace public et qu'est-ce que ça veut dire citoyenne? Quel genre de prérogative pour la citoyenne? Mais elle ne demande pas le droit de vote, par exemple, hein, et c'est assez peu fréquent à ce moment-là, hein, la demande du droit de vote. Je pense qu'il y a un certain nombre de féministes parmi vous qui connaissent l'histoire et qui savent que la question du droit de vote, c'est une revendication plus tardive, hein, massivement plus tardive dans les révolutions du 19e siècle. Mais en revanche, elle demande un contrat social différent qui permettra de faire accéder ensemble à la citoyenneté l'homme et la femme. Et elle articule ça aussi à la question de la vie privée, du mariage, de la façon de vivre des femmes en liberté dans une union qui ne doit pas être une union contrainte parce que c'est tout l'ordre social qui, du coup, participe par là même de la servitude des femmes. Ça, c'est quand même quelque chose de très puissant, hein. Et alors, il y a ça, mais j'ajoute tout de suite que ce texte de la déclaration n'a aucun écho au moment où il est écrit et placardé par elle-même à la porte de l'Assemblée législative. Il n'y a pas d'écho de ce texte, parce que ce n'est pas le moment. Ils sont en train de parler d'un truc vachement plus important dans le moment, si on se tient dans leur présent, c'est que qu'est-ce qu'on va faire du roi? Varennes, retour de Varennes, constitution avec le roi prévu dans la Constitution, alors qu'il n'y a plus de droit, en vrai. Donc, en fait, elle n'a pas de chance, parce qu'à chaque moment où elle prend une position très forte, c'est toujours un moment où il y a une priorité politique ultra puissante qui vient faire écran et qui fait qu'elle n'est pas dans l'actualité de ce moment-là. Mais aussi parce que c'est une femme. Si elle avait été députée, elle était dans l'actualité du moment, mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Et le deuxième élément sur lequel je voudrais souligner à quel point c'est important, c'est qu'elle est arrêtée aussi après une lourde histoire d'opposition aux Jacobins et en particulier à Robespierre. Et là, il y a quelque chose de très original, pour le coup, c'est les textes et affiches qu'elle adresse directement à Robespierre, avec le tutoiement révolutionnaire et avec la mise en demeure de se justifier, hein, y compris jusqu'au duel inclusivement, parce qu'elle le défie littéralement. Hein, vas-y, si tu es un homme décent, comme dirait un ancien président, et on va voir qui de nous deux est le plus fort. Là, il y a une posture vraiment extrêmement audacieuse. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est à ce moment-là, Robespierre, il est puissant. Il est puissant. Il tient le comité de salut public, il tient le comité des correspondances en particulier avec les départements. C'est ultra important. C'est l'homme qui monte, ça, elle le sait. Et ça, peu de gens le font. Je ne connais pas d'équivalent d'une position devant Robespierre aussi forte que ça, aussi violente. Pas d'équivalent pour moi. Ça, c'est fort. Vous voulez ajouter quelque chose?
Alors, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas chez Robespierre? Pourquoi Elle, s'être opposée à lui de manière aussi forte, justement? elle s'en prend beaucoup à Marat aussi, mais c'est vrai qu'elle s'en prend surtout à Robespierre nommément, etc. Eh ben, elle les accuse beaucoup d'ambition personnelle quand même. Elle revient beaucoup là-dessus. Et puis aussi de, de, de se moquer du sang répandu, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi pour elle, quelque chose qui est rédhibitoire, c'est la violence, quoi. Donc, bon, après, c'est aussi pour ça qu'elle est très attaquée. On lui rétorque qu'on ne peut pas faire de la révolution, il n'y a pas de révolution avec des fleurs, quoi, en gros. Mais il y a quand même cet usage de la violence et ce mépris de la mort potentielle ou du sacrifice, justement, des autres. Hein. Ça rejoint un peu le thème qu'on avait tout à l'heure, ça aussi. Est-ce que le sacrifice des autres et pas de soi, hein, c'est quand même un truc étrange aussi d'exiger des autres un sacrifice qu'eux-mêmes ne font pas véritablement. Donc il y a ça voilà, et elle les compare à des monstres. Il y a toute une tératologie sous sa plume, des métaphores extrêmement violentes. Donc voilà, c'est cette idée de répandre le sang d'innocents, quoi, en gros, qui est quelque chose pour elle, qui fait qu'elle s'en prend. Et puis elle les accuse aussi de louvoyer. Aussi, c'est-à-dire souvent elle dit que la parole de Robespierre notamment est pas qui ne prend pas parti. Voilà, par exemple sur les femmes, qui ne disent rien sur les femmes, etc. C'est-à-dire il y a aussi des moments, il y a des silences troublants de Robespierre. Et finalement, elle met un peu ça en évidence. Et puis, il y a une interprétation de ce que doit être la révolution, qui n'est pas la même, tout simplement. Chez les Jacobins et dans la Convention montagnarde, la révolution, elle passe par la violence, une violence encadrée, hein, parce que la terreur, on va mettre les choses au clair tout de suite s'il en est besoin. La terreur, ce n'est pas un système de gouvernement qui a été pensé et instauré sur un modèle qu'on retrouverait plus tard dans les totalitarismes. C'est pas ça. La terreur, c'est une manière de reprendre, dans le cadre de la puissance publique, la violence révolutionnaire qui est devenue incontrôlable dans certains événements récents de la vie politique, notamment parisienne, parce qu'il y a toute une part d'insurrection populaire où les gens se font justice finalement par eux-mêmes. Et là, il y a peut-être une date à rappeler qui est celle des massacres dans les prisons de Paris, les 2-3 septembre 1792. Il y a une rumeur qui court à Paris. On est dans un moment de très forte anxiété, hein, politique, extérieure, intérieure. Et il y a une rumeur qui court comme quoi les prisonniers royalistes dans les prisons de Paris fomentent un complot contre-révolutionnaire. Ce n'est pas le débat aujourd'hui de savoir qui a lancé cette rumeur, etc. Mais en tout cas, cette rumeur mobilise soudain les sections parisiennes. Donc on est là à l'échelle vraiment du peuple de Paris. Hein, et ils s'en vont dans les prisons, ils sortent les prisonniers des prisons et ils les massacrent. Parfois avec une forme de justice, de pseudo-justice expéditive, où quelqu'un dit c'est moi qui les juge, et puis ça dure 2 minutes, et hop, voilà. Donc il y a ce temps où le pouvoir politique se dit ça ne peut pas continuer comme ça, la révolution elle-même est menacée si la puissance publique, l'État lui-même, ne reprend pas le monopole légitime de la violence. C'est ça, être terrible, et c'est exactement ce que dit Danton à ce moment-là à la Convention. Soyons terribles pour éviter que le peuple ne le soit. C'est pas une justification, hein, c'est juste la logique du moment, c'est celle-là. Et donc, il y a une justification de la violence comme étant intrinsèquement révolutionnaire dans ce moment-là. Et Olympe de Gouges, inversement, considère, depuis le début, depuis les premières émeutes de 1789, hein, considère que la révolution ne peut être sauvée justement qu'à la condition de se sauver elle-même de toute violence et de chercher des compromis.
position qui devient de plus en plus difficile à tenir. C'est voilà, c'est la modération, l'idée de la modération, avec ce paradoxe qu'elle-même est excessive dans cette revendication de la modération. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup troublés, parce que elle est extrêmement violente dans sa parole, dans ses propos, dans les comparaisons, dans son adresse à Robespierre, dans le défi qu'elle lance, etc. Mais en cela, elle est aussi très révélatrice d'une langue révolutionnaire qui est aussi une éloquence extrêmement virile, et que peu importe les hommes et les femmes, là, c'est quelque chose de très... voilà, c'est aussi un style d'époque, quoi. C'est cette violence des mots, quand même. Exactement, il y a une énergie comme ça de cette parole révolutionnaire, sauf que elle, là où elle était intéressante et étrange, c'est que normalement, cette énergie, cette violence est censée être au service d'une modération politique. Et ça, c'est plus surprenant. Et alors justement, quelle est sa singularité par rapport à d'autres femmes révolutionnaires? Vous parlez notamment de Manon Roland ou d'autres. Alors, de Manon Roland, déjà, elles sont très différentes parce qu'elles n'ont pas du tout la même origine sociale, quoi. C'est-à-dire, bon, Manon Roland, elle est femme de ministre, c'est l'égérie des Girondins, c'est une femme de pouvoir qui œuvre peut-être dans l'ombre de son mari, mais ça reste une femme de pouvoir qui coécrit ses discours. Donc, voilà, qui a un salon, elle a une importance grande. Qui a une éducation. Exactement. Donc voilà, on est dans un univers qui est beaucoup plus un univers des puissants. Elle a une fonction, mais finalement aussi, elle se met en retrait quelque part pour servir aussi la carrière, ou je sais pas, ou les ambitions politiques, ou l'idée politique, ou l'idéal politique aussi de son mari. Tandis que Olympe de Gouges, on n'a pas du tout la même origine sociale, donc c'est plutôt la petite bourgeoisie de province, on n'a pas du tout la même éducation, pas le même savoir, etc. Même si, bon, il y a quand même des lectures, on a trace chez elle d'une culture savante aussi, pas que populaire. Les deux sont mêlés. Dans les mots, quand on lit les mémoires de Manon Roland et quand on lit les textes d'Olympe de Gouges, c'est une parole qui reste similaire justement sur cette violence pour la modération. Ça, c'est vrai. Et les deux revendiquent la mort. Enfin, dans les mémoires de Manon Roland, j'ai plus de voix. Il y a aussi cette idée de je veux mon procès, je veux mon procès et je suis prête à mourir, je veux me justifier, etc. Ça, c'est une chose qui les rassemble, me semble-t-il. Et par rapport à d'autres femmes, comme par exemple les affiches, cette fois de Théroigne de Méricourt, Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, qui pourrait ressembler un peu plus à Olympe de Gouges par origine sociale, on est plus dans une même catégorie, même si Théroigne, elle vient d'ailleurs, donc elle vient de Belgique. Voilà. Donc on pourrait avoir... et là, les affiches se ressemblent quand même si Théroigne, elle est quand même plus du côté des Jacobins, quand même, pendant plus longtemps. Et c'est très bien de passer par Théroigne, parce que Théroigne, qui est là dans les journées des 5-6 octobre 89 à Versailles, quand les femmes vont chercher le roi et le ramènent à Paris, elle fait partie d'un mouvement qui va pas cesser de monter jusqu'en 93 inclusivement, de revendication de la citoyenneté féminine par le port des armes et par le droit de se battre avec les hommes et comme les hommes pour la cause révolutionnaire. Donc Théroigne, elle est représentée, mais c'était le cas, comme vous savez, avec épée, pistolet, etc. Olympe de Gouges ne se satisfait pas du tout de cette incarnation féminine dans l'espace public. Elle est totalement opposée à l'idée que les femmes puissent porter des armes. Et elle parle à un moment de Théroigne de Méricourt en disant « Moi, ces femmes révolutionnaires avec des pistolets, c'est pas mon genre ». Alors, ça fait partie peut-être de la modération, mais aussi d'une certaine idée de ce qu'est une femme. Là, on est dans une question de genre. Comment est-ce qu'une femme doit apparaître en révolution ? En tout cas, pour elle, pas comme ça. Ce qui me conduit aussi à ces figures de femmes dont Élise a déjà dit un mot tout à l'heure. Elle a parlé de Claire Lacombe et de Pauline Léon. Elle n'est pas du côté des femmes jacobines, parce que les femmes jacobines, ce sont les femmes dans les clubs et des femmes qui revendiquent précisément ce port des armes, le droit même de combattre dans les armées. Et ça monte jusque juillet
août 93, jusqu'à ce que, en effet, le pouvoir politique dise stop. Donc, pensez qu'elle est en prison et que tous les mois qu'elle passe en prison, c'est les mois aussi de ce débat-là sur la manière de retirer aux femmes progressivement ce qui leur a été un temps, disons, toléré, hein, de pouvoir porter les armes. Ça, c'est des revendications des femmes du peuple. C'est dans les sections, c'est dans les clubs jacobins. Et ces femmes-là, elles sont radicales. Celles-là, c'est vraiment les proto-féministes politiques qui annoncent, si je puis dire, il n'y a jamais rien qui annonce rien, mais qui en tout cas font penser aux communardes et même aux femmes de 48 avant ça, hein, qui luttent vraiment avec les hommes et qui demandent à y être de manière totalement mixte dans l'espace du combat révolutionnaire. C'est pas là que se situe Olympe de Gouges, pour le coup. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que sont les clubs jacobins, les sections? Alors, oui, peut-être un petit peu. Alors, On comprenne bien. le pouvoir parisien et le pouvoir politique est organisé à différents niveaux à ce moment-là, hein. Vous avez l'Assemblée nationale qui s'appelle alors la Convention. Je parle de 93, donc au moment où on arrive à la fin. Et la Convention, c'est vraiment le pouvoir central. Dans la Convention, deux comités dominent vraiment la décision politique, c'est le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Et puis, vous avez le pouvoir municipal dans les sections. Les sections, ce sont des zones un petit peu comme des arrondissements, si vous voulez, hein, qui ont été découpés. Ce sont des découpages à la fois électoraux et proprement politiques, de quartier en quelque sorte. Et ces sections, ce sont les espaces dans lesquels, pour le coup, ce sont plus les révolutionnaires du peuple qui se trouvent présents. Et c'est là que se construit le mouvement sans culotte. C'est vraiment là. Et il y a des femmes. Et il y a des femmes qui se revendiquent sans culotte. C'est la sans-culotterie féminine, hein. Ça a été étudié. Il y a des historiens, des historiennes, Dominique Godineau, par exemple, enfin, elle, vraiment, qui a vraiment fait un livre là-dessus. Et ces femmes-là, évidemment, n'ont rien à voir avec Olympe de Gouges, mais c'est surtout, je dirais, qu'Olympe de Gouges ne veut pas trop avoir affaire avec elle. Peut-être aussi parce que sa situation de transfuge sociale et culturelle est quelque chose qu'elle doit négocier par rapport à la position qu'elle veut avoir depuis longtemps dans la société, que ce soit comme femme de lettres ou comme intervenante dans l'action politique. Donc elle est en conflit, finalement. Ce n'est pas seulement des idées politiques. Je pense que c'est plus profond que ça. Hein. Ne pas être confondue avec le populaire, précisément parce qu'il y a quelque chose de populaire en elle aussi. Alors justement, est-ce que vous pouvez rappeler un peu les moments clés de sa vie qui peuvent expliquer justement sa manière d'être, en fait, son engagement politique? Alors, c'est difficile parce que finalement, on sait peu de choses de sa vie, hein. C'est vrai, et plus on creuse, plus on se rend compte aussi qu'on sait peu de choses, en tout cas de son enfance et de sa formation intellectuelle, justement, en fait, jusqu'à son arrivée à Paris, quoi. En fait, c'est ça qui est un peu, voilà. Donc, la seule chose qu'on sait, donc, c'est qu'il y a cette origine, en tout cas, donc, de Montauban, avec un père qui, son père naturel serait quand même le franc de Pompignan, donc plutôt la noblesse, et puis le franc qui sera quand même à l'Académie française, qui a un petit succès avec Didon en 59, je crois, Didon, 1759. Donc il y a quand même, voilà, le théâtre, mais il y a du coup une sorte de filiation un peu littéraire quand même, un peu intellectuelle et littéraire. Et donc sa mère, Anne Olympe, issue d'une famille de drapiers. Voilà. Et puis après, donc il y a ce flou quand même de cette arrivée à Paris où on pense qu'elle rejoint sa sœur et son beau-frère. Mais les circonstances quand même de cette arrivée à Paris sont quand même relativement encore mystérieuses, sont à éclairer, sont quand même mystérieuses pour nous. De même que son éducation, oui, à Montauban, c'est-à-dire visiblement proche des Ursulines. On a pu voir ça dans les archives de Montauban. Oui, exactement, qui du coup exactement, qui peut expliquer sa formation intellectuelle aussi, voilà, parce que exactement, exactement. C'est voilà, comme une école finalement aussi. Voilà, ah non, exactement. Et
C'est un ordre religieux. Voilà. Tout à fait. Et proche du protestantisme, visiblement aussi. Voilà. Ouais. Oui, ouais. Bon, et après, à Paris, donc, se rejoindre sa sœur. Et en revanche, ce qui est plus troublant, c'est donc la façon dont elle a pu côtoyer ou non, là, le mystère reste entier, certains cercles. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle a cherché à se rapprocher du cercle des comédiens français, enfin de la comédie française pour se faire jouer, etc. Ça, c'est sûr, on a des traces de sa correspondance houleuse avec la comédie française. Donc, elle cherche vraiment à se faire jouer. Elle soumet ses pièces. Ses pièces sont lues. Certaines pièces sont acceptées, donc la plus connue, Zamore et Mirza, donc acceptée après lecture et finalement dont la représentation est retardée. Mais en revanche, ce qui est plus euh, obscur pour l'instant, c'est les cercles politiques, sans doute proches donc de Fanny de Beauharnais, mais ça, on a du mal, voilà, pour l'instant, on a du mal à voir véritablement comment elle appartient de près ou de loin justement à cette famille des Girondins, quand même. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que finalement, ce qui permet de comprendre un petit peu pourquoi elle agit comme elle agit, pourquoi cette trajectoire passe par ces phases quand même très particulières, c'est qu'il y a une revendication de reconnaissance qui est une constante de sa trajectoire. On a le sentiment, alors on a des archives à fouiller encore pour ça, mais on a le sentiment qu'elle brûle ses vaisseaux en quittant Montauban. Quelque chose quand même de très frappant. Elle parle très peu de questions religieuses. C'est pourtant quelqu'un qui a lu Voltaire, Rousseau, etc. Il n'est jamais question de cette origine pourtant importante. Montauban, c'est quand même une grande place protestante. Il y a une histoire très forte et qui est encore récente et qui est présente au moment où elle quitte Montauban. Elle quitte aussi tout le monde. Elle revient jamais à Montauban. Il n'y a pas de retour à Montauban, vous voyez. Hein, c'est pas Didier Ribon. Hein. Donc, couper avec ça. Et puis, très vite, vouloir être reconnu là où c'est le lieu absolu de la carrière littéraire, c'est-à-dire le théâtre. Et dans le théâtre, la comédie française. Je crois qu'à partir de là, où elle se heurte à des obstacles institutionnels et de mentalité très importants, on peut comprendre cette espèce de position oppositionnelle à toutes les formes d'institutions qui empêchent la parole. Et il y a une rage de parole chez elle, extraordinaire. Après, quand on rentre dans le moment des brochures politiques, elle les enchaîne. C'est là, quand je disais tout à l'heure sans texte, en fait, c'est parce qu'il y a une dispersion très grande du nombre de textes politiques. Hein, c'est quand même la moitié, finalement, en nombre, pas en volume. Mais ça veut dire une rage d'intervention, de dire à tout moment quelle est sa position et de considérer qu'elle peut l'adresser à un public qui peut l'entendre. Et là, on rentre dans le drame d'Olympe de Gouges, pour le coup. Qui l'écoute? Qui l'entend? Et ça, elle le met en scène aussi. Elle a tout de suite des doutes là-dessus. Et c'est très émouvant. Dès les premières brochures, elle se met en scène comme en 88, hein, on est au moment de la convocation des États généraux. Elle écrit un texte où elle dit « J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'arrivais pour donner ma brochure, ma nouvelle brochure, aux députés des États généraux qui s'apprêtaient à fermer la porte. Mais j'arrive trop tard. Ils ont déjà pris des tas de brochures d'un tas de gens. Et puis, la grille se referme devant moi et je reste avec mes réflexions patriotiques. » C'est quand même étonnant. En 88, elle formalise une espèce de scénario de fantasme de sa propre éviction. C'est trop tard, je suis arrivée trop tard, on ne va pas m'écouter, pas moi en tout cas. D'autres, mais pas moi. Ça, c'est quelque chose de constant, en fait. Et qui tient sans doute aussi, on ne va pas faire de psychanalyse de bazar, ça ne sert à rien, mais qui tient en revanche à cette trajectoire très heurtée où se faire reconnaître n'a jamais été une évidence, mais au contraire est un défi de tous les jours.
Alors sur la question du mariage et du droit des femmes, elle a quand même des positions assez originales, hein, pour son époque. Est-ce que ça peut s'expliquer par son parcours, le fait voilà, qu'elle ait été veuve très jeune et qu'elle ne se soit jamais remariée? Elle est ambiguë aussi parce qu'elle a à la fois des positions effectivement, en avance sur son temps, sur le contrat là entre l'homme et la femme, ça c'est très novateur, en plus il y a pas de nom donc enfin même nous aujourd'hui c'est drôle qu'il y ait même pas, ce soit pas d'un côté une femme et de l'autre côté un homme, c'est juste un contrat entre 2 personnes presque. Enfin la question du sexe là est très peu abordée, mais elle a aussi des positions assez conservatrices aussi. Enfin, faut pas non plus romantiser, enfin, je sais pas comment dire, ces positions, puisque finalement, pour elle, enfin, tout le monde dit le mariage est le tombeau de l'amour, mais en fait, la phrase est sortie de son contexte, car en fait, elle dit si le divorce n'est pas possible. Donc, pour elle, c'est juste, il reste quand même le schéma de la famille, qui est un schéma quand même très présent sous sa plume. Donc, il y a cette revendication, ça c'est vrai, du droit au divorce qui est important sous sa plume comme sous la plume de nombre de personnes, hommes et femmes d'ailleurs, à ce moment-là, et qui d'ailleurs est voté en 92. Donc le droit de divorce existe en 1792 en France. Mais il y a quand même cette représentation encore archétypale de la famille, du rôle de la femme au sein de la famille, qui est aussi celui proche aussi des positions rousseauistes, quoi, qui est celui c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, les nourrir, etc. Donc voilà, il y a à la fois des positions modernes, mais quand même des positions plus qu'on dirait aujourd'hui conservatrices, même si elles ne le sont pas forcément en son temps. Parce que s'occuper des enfants au 18e ou les nourrir, en fait, ça peut être synonyme de progrès par rapport à un ensemble de femmes qui ne s'occupaient pas voilà, de leurs enfants. Peut-être ajouter un petit élément biographique. En allant aux archives départementales à Montauban, on a commencé à recueillir un certain nombre de pièces. On voit se dessiner dans les documents de notaire, hein, sur les actes de justement mariage, mais aussi succession, transfert de capital, de patrimoine, domicile. On voit se dessiner l'adolescence, l'enfance et l'adolescence de quelqu'un qui s'est retrouvé avec une mère sans compagnon, puis changeant de compagnon, cherchant aussi de moment en moment à retrouver une position professionnelle en louant une boutique, en entrant dans tel ou tel commerce. Et on sent la difficulté que c'est que ces vies-là. On n'est pas, dans un milieu misérable, on n'est pas dans un milieu ouvrier, on est chez des petits artisans, mais on est avec une femme seule et dont les compagnons peuvent poser problème. La mère d'Olympe, il y a un moment, elle a un compagnon, il faut qu'elle paye ses dettes, hein. Et elle gage aussi son avenir professionnel, ses propres biens sur cette question de la dette. Donc, ce que voit la jeune Marie, c'est ça aussi, hein, et qui concerne énormément de femmes à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire être en compagnonnage avec un homme? À quelles conditions ce compagnonnage est-il un compagnonnage sinon émancipateur pour les femmes, du moins pas un esclavage, ni une dépendance aux éventuels abandons ou écarts du compagnon, hein. Donc, elle pensera aussi la question du rapport des hommes et des femmes en fonction de ces expériences-là et des expériences dont elle parle dans ses textes, hein, ces femmes seules qui se retrouvent en situation de grossesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi n'y a-t-il pas d'établissements publics qui sont dévolus à la question du corps des femmes? Le corps des femmes fait partie de la nation et du corps des citoyens. Il n'est pas le même que celui des hommes. Il a une autre histoire, ce corps-là, hein. Tout ça elle le fait entrer dans ses textes. Et c'est vraiment une question aussi de vécu, hein, complètement pour elle.
Tout à fait. Et il y a cette attention voilà, au corps physique des femmes, à l'accouchement, enfin des choses, de créer des maisons propres où accoucher, de créer des maisons de charité, donc, mais ce que vous aviez évoqué, qui recueillent donc les femmes seules avec leurs enfants, les vieillards sans appui, voilà, d'offrir des lieux aussi propres, décents pour les faibles. Exactement. Il y a une attention à la fragilité des corps. Exactement. Ça me permet de rebondir sur les liens entre Olympe de Gouges et la question de l'esclavage, qui est un petit peu abordée dans le livre. Euh, Quel est son positionnement? Vous dites qu'il y a aussi des idées reçues. On ne sait pas si elle a fait vraiment partie de ce qu'on appelait à l'époque le club des amis, Des Amis des la Noirs. société des amis des Exactement. Noirs, pardon. Non, non. Oui, Et pourtant, elle a écrit une pièce marquante contre l'esclavage. oui. Quel est son positionnement? Alors, effectivement, elle n'appartient pas à la Société des Amis des Noirs, donc fondée en 1788, tout simplement parce que cette société n'admet pas de femmes. Ça, donc c'est aussi une raison pour ne pas y appartenir. Elle est citée en revanche, ça on l'avait trouvé, elle est citée dans des procès-verbaux et sa pièce, Zamor et Mirza, et surtout le texte qui suit, c'est-à-dire Réflexion sur les hommes nègres, est montré comme un exemple de d'écrit qui participe voilà, à cette défense justement des Noirs et à la lutte contre l'esclavage. Après, la pièce en elle-même est finalement très conventionnelle, puisque c'est quand même sous la tutelle de Blancs que les esclaves peuvent se libérer. Enfin, c'est parce qu'on a un bienfaiteur blanc que cette libération est possible, ou en tout cas cette émancipation est possible. Mais visiblement, il y a eu aussi de forts de fortes réticences à la Comédie Française, parce que beaucoup de loges à l'année étaient payées par donc des colons en fait. Donc il y a aussi cette histoire donc ces trois représentations en fait, hein, de Zamor et Mirza. Donc c'est une pièce qui change. Donc, qui s'appelle d'abord Zamor et Mirza ou le naufrage, et après l'esclavage des nègres ou le naufrage, et enfin l'esclavage des noirs ou le renaufrage. Donc rien que le changement de titre évidemment est signifiant. Et elle est donc représentée 3 fois, donc en 89 et en 90. Il n'y a que 3 dates, cette pièce. Elle a un succès très modéré. C'est pas par rapport au registre de l'Assemblée qui maintenant, enfin les registres des recettes, pardon, qui sont en ligne de la Comédie Française, on voit que c'est une pièce qui a un succès médiocre, mais pas, c'est pas négatif, quoi. C'est-à-dire rien ne dit qu'il faudrait arrêter de jouer cette pièce, mais rien non plus, c'est vrai, ne va dans le sens de la poursuivre à tout prix. Et de fait, donc, il y a eu ces 3 représentations. Donc, il y a une parole qui est contre la traite, surtout, plus que contre l'idée de race ou quoi, hein, c'est plutôt contre la traite, qui rejoint aussi des discours importants à la même période. Mais là encore, elle est quand même moins révolutionnaire ou moins euh, vigoureuse, en tout cas dans ses textes, en tout cas dans la pièce de théâtre, que d'autres au même moment. Alors j'ajouterais quand même que dans le texte qui s'appelle Réflexion sur les hommes nègres, la question de la race est abordée. Pour elle, elle le dit très clairement, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Toutes les couleurs, dit-elle, sont dans la nature, et elle a des arguments matérialistes, hein, même là-dessus. Donc c'est pas une question, hein. Il n'y a aucune discrimination, en tout cas, qui puisse avoir un sens quelconque socialement euh, dans, dans, euh, dans la couleur de peau, hein. Donc quand même, la question de la race est un petit peu là. Mais en revanche, sa position, elle évolue aussi en fonction des événements politiques. Et là encore, la question de la violence se repose. En 92, quand elle republie sa pièce, elle l'accompagne d'une préface. Et cette préface, elle vient avertir les zones les colonies qu'il ne faut pas entrer en insurrection et mettre en garde contre la violence justement exercée contre les colons eux-mêmes ou contre les libres de couleur. Mais parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Il s'est passé la révolte à Saint-Domingue. Et une révolte en 91 très,
très, très violente, très sanglante, hein. Il y a eu quand même beaucoup de morts. Et à ce moment-là, Olympe de Gouges se sent tenue d'une sorte de rappel à l'ordre. Au moment même où elle réédite cette pièce, ce qui est une manière de dire j'étais une des premières, et c'est vrai, c'est quasiment la première finalement à proposer une pièce de théâtre directement sur la question. Mais en même temps, il ne faut pas que le prix à payer soit celui de l'insurrection. Elle est gradualiste, comme dans la Société des Amis des Noirs, c'est-à-dire qu'elle compte sur le temps et sur les progrès de l'esprit humain, qui, comme vous savez, sont lents, pour arriver à un moment donné à l'abolition de l'esclavage en tant qu'institution et institution coloniale et d'exploitation coloniale. Mais le temps n'en est pas encore venu. En revanche, on peut obtenir un certain nombre de droits respectant la dignité de la personne humaine. Donc elle défend notamment le principe de douceur, hein, pas de violence sur les esclaves, fin des traitements inhumains, etc. C'est plutôt une position, oui, humaniste, on va dire, hein, au nom de l'humanité, au sens de la compassion aussi pour la douleur de l'autre, et le refus évidemment des violences arbitraires sur le corps. Euh, c'est aussi une manière de rappeler que c'était le cas sous l'Ancien Régime, hein, voilà, que c'est aussi ces situations d'arbitraire. Mais ce n'est pas une position d'abolitionniste à ce moment-là. Ça, je crois qu'il faut quand même être assez clair là-dessus. C'est des choses qui circulent aussi, hein, beaucoup. On veut idéaliser des figures qui sont porteuses et qui sont évidemment productives pour notre imaginaire, mais il ne faut pas les porter jusqu'au point où on dénature leurs positions qui sont complexes et puis qui sont dans leur temps, dans leur moment. Vous avez employé le mot d'humaniste. J'ai vu une interview de Julie Gaillet sur son film où elle s'insurge. Elle dit, en fait, on dit toujours qu'Olympe de Gouges, c'est une pionnière du féminisme. Elle dit, bah non, en fait, c'est la première humaniste. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? Que le premier humaniste, c'est Erasme. C'est Erasme, ouais, c'est ça, c'est le 16e. Ouais. Erasme, c'est un philosophe. Oui. Alors déjà, oui, je regrette presque d'avoir employé le mot parce qu'il noie un petit peu l'identité d'Olympe de Gouges. Il est un petit peu général. Il est employé par Olivier Blanc, auquel on doit quand même beaucoup, hein, sur le renouveau d'intérêt pour la figure, qui a écrit la première biographie un peu documentée quand même avec les fonds d'archives, et qui qualifie, qui revendique ce mot d'humaniste. Il faudrait peut-être plutôt dire quelqu'un qui défend les droits de l'humanité dans la langue qui était celle des Lumières. Ce serait peut-être plus juste. Humaniste, au fond, on ne sait pas trop, ça a un sens spécialisé au XVIe siècle. Après, on parlera au XIXe siècle des humanitaires, des droits humanitaires. Elle est plutôt de ce côté-là, bien sûr, au nom de l'humanité, puis de valeurs qui viennent de cette philosophie qui tient notamment avec Rousseau la pitié, la sympathie, la capacité d'identification avec l'autre pour une valeur cardinale de la construction d'une juste société. C'est plutôt ça. Et puis la question sociale chez elle précède la question féminine, quoi, si j'ose dire. C'est les premiers textes, donc la lettre au peuple, la caisse patriotique, etc. Finalement, au début, c'est comme ça qu'arrive son engagement en politique, et c'est peut-être aussi enfin, le temps qui l'amène vers cette question des droits des femmes, et éventuellement même, pas à ce moment-là pour elle, mais plus tard, la question du vote des femmes. Alors, j'ai posé beaucoup de questions et je crois que maintenant, c'est au tour du public de poser les questions.